Bonjour, je suis Young Beck. Merci d'abord aux organisateurs de la journée pour m'avoir invité pour présenter une partie de mon travail sur l'analyse radiologique quantitative dans les neurohistiocytoses que j'effectue ici en neuro-oncologie à la Pitié. Donc, comme on a déjà vu sur les présentations précédentes, l'atteinte neurologique de l'histiocytose langerhansienne complique environ 5% des cas, avec trois principales formes, une forme tumorale, une forme pseudo-dégénérative et une forme mixte qui combine les deux. Et aujourd'hui, je vais surtout m'intéresser à la forme pseudo-dégénérative. Elle concerne environ la moitié des cas de neurohistiocytose. Ça touche plus le sexe masculin avec un sexe ratio à 2,6 hommes pour une femme, plus souvent les enfants avec un âge médian à 9 ans. Et cliniquement, on va avoir une ataxie cérébelleuse, un syndrome pyramidal, une altération des fonctions supérieures comme des troubles de la mémoire, des troubles cognitifs, des troubles du comportement, des syndromes pseudobulbaires également. Cette atteinte, elle est retardée par rapport à l'atteinte systémique avec un délai médian de 6 ans et elle est rarement inaugurale. À l'IRM, qu'est-ce qu'on peut avoir? Classiquement, il est décrit des hypersignaux des noyaux dentelés et un aspect en cocarde du cervelet, comme on peut voir ici avec au niveau du cervelet un cercle blanc, un cercle gris, puis un autre cercle blanc comme un cible. On a aussi un hypersignal du pallidum ou encore d'autres associations d'hypersignaux un peu aspécifiques. Et enfin, on a aussi des lésions atrophiques, notamment une atrophie du cervelet. Donc ici, vous avez un sujet sain, on voit très bien son cervelet. Et là, chez un patient atteint de neurohistiocytose dégénérative, une atrophie cérébelleuse. Donc, cette atrophie cérébelleuse, elle est classiquement décrite, mais l'histoire naturelle neuroradiologique reste mal connue et c'est l'objet de ma présentation aujourd'hui. Donc pour analyser de façon quantitative les IRM, l'atrophie cérébelleuse à l'âge adulte, nous avons recueilli de façon rétrospective les cas adultes de neurohistiocytose pseudo-dégénérative qui sont suivis ici de 2009 à 2023. Nous avons donc ainsi identifié 16 cas. Les critères d'inclusion étaient un diagnostic confirmé d'histiocytose avec la possibilité d'avoir un suivi des IRM à l'âge adulte, un cut-off pris à partir de 18 ans et après avoir exclu les formes tumorales et les formes mixtes. Donc pour analyser de façon automatisée et quantitative les IRM cérébrales, on a utilisé un logiciel disponible qui s'appelle Volbrain et utilisé le pipeline CERES, qui a été développé spécifiquement pour analyser le cervelet, les structures du cervelet. Donc ce qui se passe, c'est que lorsqu'on rentre des IRM, ce logiciel il va être capable d'extraire les images du cerveau, faire un travail de segmentation des lobules du cervelet, distinguer le cortex, la substance blanche, l'épaisseur corticale et nous fournir des données sur tous les volumes des structures du cervelet. Dans notre étude, ce premier tableau pour vous illustrer les caractéristiques générales de nos patients, dont je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais globalement, les caractéristiques générales étaient comparables avec ceux décrits dans la littérature, avec un sexe ratio à 1,6 homme pour une femme, un âge au diagnostic d'histiocytose autour de 2 ans, un âge au diagnostic de neurohistiocytose qui était autour de 10 ans. Et les symptômes neurologiques étaient comparables à ceux classiquement décrits. On retrouvait aussi une ataxie cérébelleuse dans la grande majorité des cas, des troubles cognitifs, aussi des signes pyramidaux, un syndrome pseudobulbaire, des troubles du comportement également. Comme je vous disais, on a suivi les IRM de nos 16 patients entre 2009 et 2023. Avec un nombre médian d'IRM par patient qui était de 4, un suivi médian sur 6 ans. Donc ici, vous avez des exemples des IRM qu'on a. Par exemple, pour ce patient 1, l'IRM initial que vous voyez ici, encore une fois, je précise, c'est l'IRM initial de suivi à l'âge adulte. Mais les diagnostics ont été faits bien avant. Et le dernier IRM de suivi. Par exemple, pour ce patient-là, on a l'impression, je ne sais pas si ça se voit bien aussi sur votre écran, que l'atrophie cérébelleuse s'accentue avec le temps.
Et pour ce patient 2, je trouve que c'est un peu difficile à dire si au cours du suivi, on a toujours une atrophie cérébelleuse ou si c'est stable. On a peut-être l'impression de... Enfin, on a envie de dire que c'est plutôt stable, je pense. Donc c'est parfois difficile de voir la différence à l'œil nu, d'où l'intérêt d'avoir une méthode d'analyse quantitative fiable pour suivre nos patients et pour suivre cette atrophie cérébelleuse. Donc justement, en utilisant cette méthode-là d'analyse avec notre logiciel, voici un peu les résultats préliminaires qu'on a obtenus. Donc à gauche, on a notre IRM initial et ici, cette colonne-là, c'est le dernier IRM de suivi. Quand on regarde le volume total du cervelet, on voit que ce volume il diminue au cours du suivi entre le premier et la dernière IRM. Et c'est le cas également lorsqu'on regarde la substance grise, le cortex du cervelet. Donc dans les deux cas, ces résultats montrent que le volume du cervelet et du cortex diminue, respectivement d'environ 8 et de 9% entre les deux IRM. La question suivante a été de voir quelle est maintenant l'évolution année par année au fil du temps, puisque là on a regardé le premier et le dernier IRM, mais est-ce qu'on peut voir un peu l'évolution de façon un peu plus précise au cours du suivi. Donc on obtient un peu ce type de graphique. Ce qu'on a fait pour répondre à cette question-là, c'est qu'on a pris comme repère l'IRM initial de suivi à 18 ans, en tout cas le premier IRM de suivi à l'âge adulte, qui est donc mis à 1 comme repère. Et ensuite on l'a comparé au cours du suivi de façon relative, quelle était l'évolution du volume. Donc chaque courbe correspond à un patient. Donc on a 16 courbes avec des couleurs différentes qui correspondent à nos patients. En abscisse, on a les années. Et globalement, en fait, quand la courbe reste proche de la ligne 1, c'est que c'est plutôt stable. Et les courbes qui passent en dessous de la ligne 1, c'est que le volume diminue. Et les petites étoiles, ici, c'est la thérapie ciblée anti-BRAF ou anti-MEC, avec en vert le début de la thérapie ciblée et en rouge l'arrêt. Donc c'est plusieurs choses qu'on peut tirer de ce graphique. C'est que globalement, on retrouve l'impression qu'on avait avant que l'atrophie cérébelleuse elle continue à l'âge adulte, avec une vitesse médiane calculée de 0,81 cm3 par an. Cette vitesse, elle est quand même hétérogène, puisqu'on a des courbes qui sont avec des pentes qui sont très très raides, par exemple ici, et d'autres qui diminuent un peu plus lentement. Et on a enfin aussi un sous-groupe qui a l'air de ne pas s'atrophier au cours du temps. Et donc ce sont des choses qu'il faut qu'on continue à analyser. Et aussi, il faut qu'on continue à analyser aussi quel est le lien avec les thérapies ciblées qui ont été utilisées. Je vous ai illustré ici l'IRM qu'on avait vu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le patient 2. On avait un peu de mal à savoir si l'IRM était stable ou pas. Et en fait, ce patient correspond à cette courbe-là. Donc, d'après nos données, on a quand même l'impression qu'il existe une atrophie cérébelleuse qui n'est pas forcément détectable à l'œil nu. Donc pour conclure, cette étude, ces résultats préliminaires nous montrent que cette atrophie cérébelleuse se poursuit à l'âge adulte au fil du temps, avec une vitesse mais qui reste hétérogène entre les différents patients, avec un sous-groupe qui ne s'atrophie pas. Donc il nous reste encore du travail à mener là-dessus pour voir s'il existe un facteur associé à cette différence de vitesse d'atrophie, le lien avec l'utilisation des thérapies ciblées, et de voir si on peut utiliser ce type d'analyse comme un outil pour mesurer l'efficacité sous traitement de façon un peu plus objective et fiable. Merci pour votre attention.